Il y a des moments où je suis attaché à tout ce que je trouve beau et à tout ce que les autres trouvent beau chez moi. Et ça veut dire que je suis aussi attaché à ne pas montrer ce que je trouve moins. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte, d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Mon Dieu, que les adultes, des fois, on fait porter nos lourdeurs aux enfants, tu sais, de façon inconsciente, là. Mais tu sais, le côté, hein, c'est pas correct. Alors, pour moi, pour garder l'amour de ma mère, bien, j'ai enregistré que, hey, je pouvais pas dire tout ce que je pensais. Hey, bonjour et bienvenue à toi qui nous écoute pour ce 101e épisode « Oser explorer mes zones d'ombre ». Alors, aujourd'hui, ce qu'on va aborder avec toi, c'est justement de répondre à la question « Est-ce que mes parts d'ombre, c'est mon ami ou mon ennemi? À quoi ça sert, dans le fond, d'avoir des zones d'ombre? Comment on peut y mettre de la lumière là-dedans? » Il y a aussi le livre de Jean Montbourquette, « Apprivoiser son ombre », qui nous a beaucoup inspiré dans la préparation. Et on va finir avec nos options pour toi, la courageusement humain. Et sans plus tarder, avant de commencer à chanter une chanson de Marie-Carmen, je vais souhaiter la bienvenue à mon ami, collègue, partenaire. On pourrait dire plein de choses. Salut, Ghislain, comment ça va? Ça va super bien. J'aime ça t'entendre rire. J'aime ça entendre toute la dynamique, la joie, le dynamisme et la joie que tu apportes à notre relation. Donc, je vais bien, je suis en pleine forme. Je suis habité par de la joie, par de la légèreté, par du plaisir. Puis ça, c'est le fun. Puis toi? Ah, qu'est-ce qui est là? Écoute, je retrouve ma spontanéité. Ça me fait du bien parce que je n'ai pas accès actuellement à la préparation, au visuel de la préparation. Et au lieu d'être dans la partie de moi qui serait insécure puis fébrile, je suis plus dans celle qui ah ouais, let's go, commande, t'es pas game. Il y a comme plus le côté défi. Ça, c'est la partie de moi qui est plus masculine, là, ce côté-là qui est fonceur, frondeur même. Alors, j'arrive avec cette énergie-là. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais je vais y aller. Ça me fait plaisir. Et moi, je comptais sur toi pour savoir où on allait, là. Fait que... Alors, si tu nous écoutes pour la première fois, tu te dis c'est qui ces deux-là? Ben, c'est Geneviève Ruel et Ghislain Lévesque. Oui, de la communauté courageusement humain. Et d'ailleurs, ça, c'est le premier élément. Je me suis dit, quand on a fait la préparation, hey, ce serait bien de partager avec eux la définition de ce que c'est pour nous d'être courageusement humain. J'ai envie de te lire ça. Oui. Être courageusement humain, Oui. ouais. Puis ceux qui regardent le podcast sur YouTube, ils voient cette définition-là au début de chaque podcast, de chaque visionnement. Les gens qui sont sur la version audio, on a un autre jingle qui, entre toi et moi, on n'aime pas du tout, qu'on veut refaire. Mais bon, quand on va être rendu là, on va le refaire. Mais on fait la lecture. Égare-toi pas trop, Gilles. Relax, respire. Alors, voici la définition d'être courageusement humain pour nous. Être courageusement humain, c'est avoir le courage de se rencontrer soi-même et de regarder ses parties sombres et lumineuses avec la même tendresse. Et ça, pour nous autres, c'est plein de sens parce que ça correspond à sortir du monde binaire, du monde du bien et du mal. Ça correspond à prendre la hauteur, à devenir un observateur, à faire la paix aussi avec le fait que, ben, hey, en moi, il y a de la lumière et en moi, il y a des zones sombres, des zones d'ombre. Qu'est-ce que ça fait émerger pour toi, la lecture de cette définition-là, Geneviève? Bien, deux choses. Quand tu dis le mot tendresse, je ne sais pas si c'est ton intonation. Il y a quelque chose de très enveloppant,
d'apaisant pour moi d'entendre ça, d'ajouter cette notion-là de tendresse. Et ça me rappelle aussi les épisodes qu'on a fait, entre autres en lien avec les dualités ou les parts de nous qu'on pouvait avoir l'impression qu'ils étaient en confrontation alors qu'ils sont plus complémentaires au lieu de mettre des « mais », de plus dire « et ». Alors, c'est dans cette énergie-là que je me sens aujourd'hui, dans cette complémentarité-là, plutôt que d'être dans une dualité. Puis pour moi, d'avoir accès à mes zones d'ombre, ça me permet d'être plus dans mon côté lumineux parce que là, je sais qu'est-ce qui m'habite, puis qu'est-ce que je porte, puis j'en suis justement consciente, puis je les accueille. Alors, c'est ça que ça l'émerge pour moi, Ghislain. Oui, dans le fond, ce qu'on avait envie dans la communauté Courageusement Humain, c'est de permettre aux gens d'accéder à ces deux parts d'eux. Puis le mot tendresse est voulu et souhaité. Il vient de l'influence d'un ami, Rémi Tremblay, de la Maison des leaders. Rémi parle beaucoup de tendresse et de l'importance de regarder ces parts-là avec tendresse. Je pourrais être très excité à l'idée de parler de ma lumière et de mes forces et de tout ce que j'ai de beau. Et si j'ai un attachement vraiment intense, profond, grand à ça, ça peut peut-être vouloir dire, et là, si je vais au conditionnel, ça peut peut-être vouloir dire que j'ai peut-être une certaine forme d'aversion envers tout ce qui est moins beau, tout ce qui est moins souhaité. Et ça m'avait percuté quand Rémi avait utilisé le mot tendresse, pas forcément dans ce contexte-là, mais moi, je l'avais transposé par la suite à cet environnement-là, puis je m'étais dit, mon Dieu, il y a des moments où je suis attaché à tout ce que je trouve beau et à tout ce que les autres trouvent beau chez moi. Mais ça veut dire que je suis aussi attaché à ne pas montrer ce que je trouve moins beau. Et là, je ne suis plus dans la tendresse. Donc, ouais, le mot tendresse a beaucoup de sens pour moi. J'utilise plus maintenant, c'est un mot que je ne savais pas utiliser avant. Être tendre avec moi-même, ce n'était pas un chemin possible. Puis là, aujourd'hui, tu avais envie de nous poser la question, est-ce que mes parts d'ombre, mes zones d'ombre, est-ce que c'est mon ami ou c'est mon ennemi? Oui, puis je vais citer Jean Montbourquette dans son livre dont tu parlais tantôt. Sa réponse est tout dépendra de ma manière de la considérer et d'interagir avec elle. Au départ, elle m'apparaîtra comme une ennemie. Le défi à relever est de m'en faire peu à peu une amie. On a Josée dans notre communauté, qui est mon amoureuse, qui dit qu'un de ses défis, c'est d'être sa meilleure amie. J'ai l'impression que ce qu'elle nous dit, il faudrait lui demander, mais j'ai l'impression que ce qu'elle nous dit, c'est être ma meilleure amie dans les moments où j'ai plutôt tendance à me taper sa tête. Puis généralement, je me tape sa tête dans mes zones d'ombre, dans les zones avec lesquelles je suis moins confortable ou des choses que j'ai envie de cacher. Oui, c'est ça. Puis ça fait le lien avec la partie suivante, toujours du livre de Jean Montbourquette, qui dit, c'est quoi une zone d'ombre? Alors, Jean Montbourquette, ce qu'il dit, c'est, l'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Nous avons eu peur de perdre leur affection en les décevant ou en créant un malaise par certains de nos comportements ou certains aspects de notre personnalité. Nous avons au fait de discerner ce qui était acceptable à leurs yeux et ce qui ne l'était pas. Alors, pour leur plaire, nous nous sommes empressés de reléguer de larges portions de nous-mêmes aux oubliettes de l'inconscient. Et qu'est-ce que ça fait émerger chez toi, Geneviève? Et moi, là, ce qui pop, puis c'est drôle, ça fait un lien avec ce que j'ai nommé en début de rencontre, c'est par rapport, je porte à l'intérieur de moi ce grand besoin de spontanéité. Et c'est ce souvenir-là de petite Geneviève, 4 ou 5 ans,
qui arrive chez une tante et qui demande à ma mère, c'est qui la petite fille, sa photo? Puis que ma mère chute. Puis que j'avais, ben voyons, c'est qui la petite fille, sa photo? C'était comme une question tellement simple, puis tu sais, spontanée. Non, on ne dit pas ça, c'est pas correct. Et là, la petite Geneviève a comme intégré, ben voyons, juste poser une question spontanée, c'est pas correct. Pour apprendre 20-25 ans plus tard que finalement, tu sais, ma tante, elle avait mis en adoption sa fille, tu sais, puis c'était elle, la photo de la petite fille. Mais la petite fille, je me rappelle, je trouvais tellement qu'elle me ressemblait. Alors, pour moi, c'est drôle que ça fasse popper ça parce que je fais, hein, mon Dieu, juste d'en être consciente puis d'en parler encore une fois avec beaucoup de tendresse parce que je trouve ça beau parce que finalement, bon, ma cousine puis ma tante se sont retrouvées puis, tu sais, ils sont belles à voir ensemble. Alors, pour moi, ça fait comme, oh mon Dieu, que les adultes, des fois, on fait porter nos lourdeurs aux enfants, tu sais, de façon inconsciente, là. Mais tu sais, le côté, hein, c'est pas correct. Alors, pour moi, pour garder l'amour de ma mère, bien, j'ai enregistré que, hey, je pouvais pas dire tout ce que je pensais. Puis tu sais, c'est beau parce que ça m'a amené, moi, adolescente, à découvrir le théâtre. Puis tout ce côté-là où je pouvais être expressive, puis être pas juste moi-même, être quelqu'un d'autre que moi, tu sais. Alors, c'est beau, tu sais, j'ai passé par ce chemin-là, mais c'est grâce à ça si j'ai développé ces talents-là ou ces aptitudes-là. C'est ça qui est là pour moi. Oui, puis moi, quand j'ai lu ce texte-là pour la première fois, je me suis dit, hey mon Dieu, moi dont une des blessures, c'est l'abandon, ça m'a conscientisé à la lecture de ce texte-là. Tu sais, quand il dit nous avons tôt fait de discerner ce qui est acceptable à leurs yeux de ce qui ne l'était pas, alors pour leur plaire, nous nous sommes empressés de reléguer de larges parts de nous-mêmes aux oubliettes de l'inconscient. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, mais mon Dieu, je me suis abandonné moi-même. J'ai fait disparaître, j'ai mis dans le placard des parts de moi, des parties de moi que j'ai jugées comme inappropriées, inacceptables, inadéquates, pas bonnes. Mets tous les qualificatifs que tu veux. Et quand je suis allé plus loin, je me suis dit, hey, mais mon Dieu, c'est plus que ça. C'est même en cours de route des parts de moi que j'ai voulu laisser tomber. J'ai voulu les abandonner. J'ai voulu faire en sorte qu'ils ne soient pas là. Parce que quand ils étaient là, ça m'amenait à être jugé, à être confronté, à avoir l'impression de ne pas être aimé, etc. Et ça, pour moi, ce n'était pas possible. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'on n'est plus dans c'est la faute de papa, c'est la faute de maman, dans l'espèce de posture de victime, puis de subir la vie ou ce que les autres pensent de nous. J'entends beaucoup de, j'ai envie de dire conscience, mon Dieu, je l'utilise donc bien ce mot-là ces temps-ci, de faire, hey, OK, si je les ai mis de côté, c'est aussi que j'ai la possibilité d'aller les rechercher. En tout cas, il y a ça pour moi qui est super positif dans ce que tu dis. Ouais. Tu as dit quelque chose de super important pour moi tantôt. Tu as dit, mon Dieu, nous les adultes, comment on peut faire porter le poids de nos peurs, de nos blessures, de nos affaires sur nos enfants, sur les générations suivantes. Et une des raisons pour laquelle on souhaite parler de l'importance d'explorer ces zones d'ombre, c'est justement pour amener de la conscience, un mot à la mode aujourd'hui. On va essayer de se rendre à 25 fois dire le mot conscience. Donc oui, mettre de la conscience, mais pas mettre de la conscience dans le but de dire, mon Dieu, j'ai tellement, j'allais dire merdé, je ne suis pas sûr que le mot est super beau, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Pas conscience dans ce sens-là, mais conscience, oui, vraiment conscience, dans le sens de, mais est-ce qu'il y a moyen d'apaiser ça? Est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus tendre et de voir ça, non pas comme des défauts, mais de voir ça comme une grande capacité d'adaptation que j'ai eue. Et là, je suis en train de brûler des punchs de choses qu'on voulait voir plus tard, mais c'est là que j'ai envie d'en parler maintenant. C'est les ondes d'ombre,
c'est la réponse que j'ai eue à ma surcapacité d'adaptation. Au lieu de dire non, non, maman, c'est correct, t'aimes pas ça, ou non, non, papa, c'est correct, t'aimes pas ça, mais je vais continuer à être ça parce que je suis en paix avec ce que je suis. Je n'étais pas capable à cette époque-là, à cet âge-là, de faire ça. Donc, je me suis adapté. Je me suis suradapté en mettant au placard des parties complètes de moi que j'ai jugées inadéquates, simplement basées sur le regard des autres ou sur la rétroaction que j'avais de mon entourage. On parlait dans l'épisode précédent de micro-indices, donc parfois basé sur des micro-indices que, oups, ça c'est inadéquat, je mets ça au placard. C'est beau. Puis j'entends aussi dans ce que tu dis beaucoup de résilience, dans cette capacité-là d'adaptation. Aujourd'hui, ben, là, tu parlais du petit Ghislain, mais aujourd'hui, le grand Ghislain, que je ne dirais pas ton âge par coquetterie, mais je te disais tantôt, tu vieillis bien. Alors, il y a beaucoup de résilience dans avoir ce regard-là sur notre passé ou sur nos parties d'ombre qui sont encore présentes en nous. Alors là, j'ai envie de te dire, ben, pourquoi on devrait y mettre de la lumière, puis comment on peut y mettre de la lumière? Ouais. Ben, pourquoi on a déjà donné plusieurs pistes? Et tantôt, tu t'as parlé de nous, les adultes, qui peut rendre le baluchon de nos enfants chargé à bloc. Puis encore là, on n'est pas dans pointer du doigt, puis reprocher, puis faire en sorte que tu te sentes coupable à nous écouter. C'est juste de prendre conscience que déjà, j'induis des choses dans mes relations importantes. Alors, il y a peut-être quelque chose là à faire. Donc, explorer mon ombre pour en faire un ami, ben, ça va m'aider à solidifier mon estime de moi. Si mon estime de moi est solidifiée, ça veut On dire que je parle peux d'enfants, hein, Ghislain? J'ai ma cocotte avec moi aujourd'hui. Coucou, ma belle. Alors, ce que je disais, c'est, ben, il y a toute la notion J'ai fermé d'estime mon de micro, soi. Ghislain, OK? Oui, je t'écoute. Oui, donc il y a toute la notion d'estime de soi. Quand moi, j'ai mon estime de moi, ça veut dire que je suis plus solide avec moi-même. Ça veut dire que je suis plus solide dans ma relation aussi avec l'autre. Ça veut dire que j'ai une plus grande capacité à départager de ce qui m'appartient, de ce qui ne m'appartient pas, de ce qui appartient à l'autre, de ce qui ne lui appartient pas, de ce qui appartient au contexte, de ce qui vient de nos histoires. Donc, pourquoi? Ben oui, pour ça, pour explorer son ombre, pour identifier les éléments qui sont là, pour arrêter de projeter mes peurs, mes doutes, mes noirceurs sur l'autre, euh, pour arrêter de déformer la réalité. Tu sais, par exemple, si, comme tu disais tantôt, Geneviève, si une partie de toi ne pouvait pas s'exprimer dans sa spontanéité, ben peut-être que ça me fatigue quelqu'un de spontané. Peut-être que quand je regarde quelqu'un de spontané, je me dis, mais mon Dieu, tu parles d'une greluche. Je dis n'importe quoi. Mais voyons donc, ça n'a pas de sens qu'elle fasse ça. Oui, ça n'a pas d'allure. Et là, on se rend compte, juste à donner cet exemple-là, comment il y a des lois non écrites. Il y a des règles non écrites qui sont présentes un peu partout dans nos écosystèmes qui, si on extrapolait un peu, qu'on pourrait identifier comme étant les ombres d'une équipe, les ombres d'une famille, les ombres d'un clan, les ombres d'une relation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tes ombres à toi, Geneviève, il y a mes ombres à moi, puis il y a les ombres de notre relation. Et ça, ben pour moi, c'est déjà suffisamment de raisons pour avoir envie de mettre de la lumière là-dedans. Je ne sais pas si tu as envie d'en ajouter, là, mais je me dis qu'il y en a déjà pas mal. Oui, puis tu l'as vu, toi qui nous vois, mais si tu nous écoutes, je suis dans mon rôle de maman, alors j'ai plus envie d'être en mode écoute, puis j'ai aussi dans le comment, je pense, Ghislain, que tu avais envie de nous partager les 9 questions pour identifier nos parts d'ombre qui viennent aussi du livre de Jean Montbourquette. Ça, j'ai vraiment la curiosité de t'entendre là-dessus, puis je me permettrai peut-être de commenter à quelques moments. Oui, puis on va faire ça de façon succincte, mais c'est 9 superbes questions. Et assurément, quand on va parler de nos options dans quelques minutes, répondre à ces questions-là va en faire partie.
La première question que Jean Monbourquette propose, donc que M. Monbourquette propose, quelles sont les qualités ou les traits de caractère que j'ai dû refouler? Ah, non, je reprends. Quels sont les aspects les plus fateurs de ton ego social? Ce que tu aimerais voir reconnu par les autres? Et la sous-question à ça, c'est la question que je viens de te poser. Quelles sont les qualités ou les traits contraires que j'ai dû refouler? La prémisse de M. Monbourquette, c'est ce que j'ai mis en avant dans mon moi social, c'est probablement pour cacher des choses que j'ai jugées comme inadéquates. Alors, d'identifier d'abord ce pourquoi j'ai envie d'être perçu dans mon moi social, ça peut m'amener vers qu'est-ce que j'ai tenté de cacher. Ça te fait résonner quelque chose ou je passe à la deuxième question? J'aimerais mieux que tu continues avec la deuxième. C'est génial. Quel sujet de conversation avez-vous tendance à éviter dans vos conversations? Par exemple, qu'est-ce qui est tabou? La sexualité, l'agressivité, parler de politique, parler de religion, parler de la foi, parler de mes croyances. Qu'est-ce qui est un sujet qui est plutôt tabou? Tu me racontais, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, Geneviève, plutôt de la photo, tu sais, que tu voyais sur un mur, puis tu demandais, c'est qui? Oui, alors, excuse, si c'est un sujet tabou, bien, en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un secret de famille que je ne connaissais pas du haut de mes 4 ou 5 ans et que ma mère connaissait le secret de famille. Et c'est ça qu'elle me disait, chut, 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 parce qu'elle ne voulait pas à ce moment-là que ma tante m'entende ou quoi que ce soit, ou de répondre à cette question-là, elle aurait révélé le secret de famille. Alors, oui, c'était à ce moment-là un sujet tabou. Et oui, Dieu merci, ça n'en est plus un aujourd'hui. Puis tant mieux, tu sais. Mais moi, c'est ça, je n'ai déjà parlé. C'est les non-dits, la non-communication, ça fait partie de mon bagage, de mon héritage familial, une partie d'ombre que j'ai encore besoin de prendre soin. Vraiment, vraiment, parce que je suis réactivée rapidement dans des situations de non-communication. Puis j'ai à juste respirer là-dedans puis à l'accueillir, tu sais, parce que c'est ça me ramène à la petite Geneviève. Voilà. Fait que on est rendu à la deuxième ou la troisième question? Oui, la deuxième. La troisième, il y avait c'est... une sous-question. Oui, non, il n'y a pas de sous-question à celle-là. La troisième, c'est dans quelle situation est-ce que tu te sens devenir nerveux ou nerveuse, hypersensible et sur la défensive? Sous-question, quel type de remarque te fait réagir? Et si ta réaction est intense, ça veut probablement dire qu'il y a une partie de toi qui se sent piétinée. Alors, c'est laquelle? Quatrième question, dans quelle situation as-tu le sentiment d'être inférieur ou de manquer de confiance en toi? Cinquième question, dans quelle situation éprouves-tu de la honte? Dans quel domaine es-tu paniqué à l'idée de laisser paraître une faiblesse? Je ne sais pas pour toi, Geneviève, pour moi, là, spontanément, ce qui vient, c'est il ne faut pas que j'aie l'air pas bon. Il ne faut vraiment pas que j'aie l'air pas bon. Je sais d'où ça vient, là, je revois une multitude de situations où ça s'est installé dans mon baluchon, puis ça s'est intégré dans mes croyances, puis c'est devenu hanter une partie de ma vie. C'est encore présent aujourd'hui, en toute transparence. Ouais. Toi? Hey, moi, ce que j'ai envie de te partager, puis c'est très, très concret, ça va se vivre dans les prochains jours. Moi, je vis, oui, on prend des, je ne veux pas faire de publicité, mais des petits yogourts à boire. Justement, alors moi, ma situation actuellement, c'est je suis maman monoparentale avec une jeune enfant. Je vis dans un endroit qui est plus un milieu de vie que j'ai choisi. Mon condo actuellement est probablement physiquement plus petit que ce que j'aurais besoin. Et là, je m'apprête dans les prochains jours à accueillir quelqu'un que j'apprends à connaître depuis un mois. Et pour moi, ça me place dans une très grande vulnérabilité
premièrement, l'accueillir chez moi, dans mon petit nid. Hein? Tu sais, c'est comme mon petit cocon à moi. C'est là que j'ai mon espace de sécurité. Et en même temps, de dire, moi, j'ai pas encore trouvé ma façon de classer mes papiers, ma paperasse. Je suis pas capable d'écrire comme toi à l'ordinateur, puis clac, clac, clac. Moi, j'étais encore en mode une feuille et un crayon. Et j'ai de la misère à la gérer, cette paperasse-là. J'en ai besoin et en même temps, elle m'apporte une grande partie d'ombre parce que ça fait de l'encombrement. Mettons, sur ma table de cuisine, là, actuellement, là, je ne pourrais pas t'accueillir pour un souper. Tu comprends-tu? Ouais. Alors là, je suis en train de faire, mon Dieu, je suis en train de dire ça à tout le monde. Oui, parce que ça fait partie des défis que j'ai et je ne suis plus à l'étape de me taper sur la tête non plus. C'est juste d'être en mode solution, puis créative, puis d'avoir du plaisir aussi à prendre 1 heure ou 2 à faire du ménage là-dedans. Et en même temps, c'est une très grande vulnérabilité, puis face à moi, mais face à l'autre. Puis l'autre que j'ai pas envie qu'il parte en courant, puis qu'il fasse « Oh mon Dieu, elle est donc bien bordélique, elle », tu sais. Fait que voilà. Fait que c'est ça que j'ai envie de nommer avec ce que tu dis. On est-tu rendu à la 6e question? On dirait qu'on passe un examen. On est rendu à la 6e question. Es-tu porté à t'offusquer d'une critique faite à ton endroit? Quelle sorte de critique t'agace ou t'irrite? Rappelle-toi que l'objectif, c'est d'identifier les irritations pour aller voir derrière qu'est-ce que j'ai envie de cacher au monde. Hein? L'ombre, hein, c'est comme si c'était le moi social qui s'est adapté puis qui met des choses de côté. Donc, les questions ont pour but de nous aider à identifier « Hey, qu'est-ce que j'ai mis justement de côté? » 7e question, as-tu de la difficulté à accepter un compliment? Qu'as-tu à défendre avec autant d'énergie contre ces marques d'admiration? Et Jean Montbourquet de dire un ardent désir d'être admiré, est-ce que ça ne cacherait pas justement quand je reçois un compliment et que je réagis puis que je dis ah, c'est pas si grave, puis non, cette robe-là, je l'ai achetée en spécial, cette cravate-là, je l'ai eue en cadeau, est-ce que je ne suis pas en train de cacher au monde que j'ai une grande soif d'être admiré puis d'être reconnu? C'est intéressant, hein? 8e question, à propos de toi, à propos de... j'essaie de relire. À propos de quoi te sens-tu bouleversé ou insatisfait de toi-même? Donc, des questions qui sont quand même assez crunchy, si je peux me permettre l'expression. Et dernière question, par quelle qualité ta famille se démarque-t-elle? Et là, c'est comme un premier pas dans l'ombre, si je peux me permettre de dire, dans l'ombre familiale. Hey, wow, ça serait intéressant. Moi, en tout cas, que tu partages ça, ça me donne juste le goût d'aller lire le livre, de faire effectivement l'exercice. Puis les options qu'on a envie de te proposer, c'est justement d'y répondre à ces questions-là. C'est vraiment intéressant. Alors, tu pourras appuyer sur pause sur l'enregistrement et répondre au fur et à mesure. Absolument. Puis, tu sais, répondre aux questions, puis je dirais même aller une étape plus loin si tu en as l'élan, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu pourrais partager ces réponses-là. Et peut-être même, pourquoi pas, au préalable, trouver quelqu'un avec qui tu pourrais faire l'exercice et après ça, échanger les réponses. Je pense que ça pourrait vraiment nourrir cette relation-là d'une façon complètement différente. Je l'ai fait dans le passé avec quelques personnes et à chaque fois, ça l'a transformé drastiquement le regard que chacun portait sur l'autre. Parce que ça nous donne accès à une partie qu'on ne connaît pas. Ah, c'est le fun, ça, j'aime ça. Oui, ça me donne encore plus le goût de le faire. Y avait-tu d'autres options que tu avais envie de parler ou c'est vraiment la principale? Non, je pense que c'est les principales. Répondre aux questions, partager, parce qu'il y a un geste, une espèce de geste d'audace là-dedans, et c'est une façon de dire à l'ego, « Hey, c'est correct, apaise-toi, apaise-toi, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de rester en mode survie. » Parce que quand je vais dans l'ombre, puis que j'en amène une partie en la lumière, c'est comme si je passais du mode survie à la vie. C'est comme si je passais de « je suis inadéquat » à « tiens, il y a une possibilité d'être lumineux ici. »
Hey, on est beaux les deux à micro fermé, l'autre qui tousse, l'autre qui s'occupe de son enfant. C'est merveilleux. On navigue là-dedans, puis c'est parfait. Hein? Justement, dans cette imperfection-là, on n'est pas en studio. Alors, pour les gens qui pensaient qu'on s'enregistrait en studio professionnel, c'est pas ça du tout. Hey, on s'en va doucement vers la fin de notre enregistrement. Ghislain, tu repars avec quoi, mon ami? Je repars avec une conscience plus grande, Geneviève, que c'est important que je m'assoie avec mes parts d'ombre, puis que j'établisse le dialogue. Et en faisant ça, je vais apaiser le lien avec ces parts-là, ce qui fait que ça va apaiser la résonance ou la transposition de ces vibrations-là dans le monde extérieur. Ouais. Moi, je repars avec le fait que j'ai encore du chemin à faire. Et je le dis avec le gros sourire au visage, justement, avec beaucoup de tendresse en tenant compte de ma situation, de ma réalité. Si j'étais une moine bouddhiste 24 heures sur 24, que je pouvais juste faire ça, tu comprends? Peut-être que oui, j'évoluerais plus vite et en même temps, la vie que j'ai, je l'apprécie. Puis, ouais, je me sens vraiment dans... C'est ça que je trouve beau là, de moi, de voir que j'ai plus la posture de je me tape sa tête. Je suis en train d'être dans la posture de Josée et d'accueillir, de m'accueillir comme étant ma meilleure amie. Vraiment. Génial. Alors, si jamais tu as envie d'avoir les notes, accès aux notes de l'épisode, le lien, la référence du livre de Jean Montbourquette, etc., simplement aller sur le site web de Courageusement Humain, donc courageusementhumain.com/101 parce que c'est le 101e épisode. Et tout doucement, je me glisse vers la conclusion, Geneviève, que je vais lire à l'instant. Être en paix avec soi-même, c'est avoir le courage de se rencontrer soi-même et de regarder ses parts d'ombre et lumineuses avec la même tendresse. Faire la paix avec son ombre, c'est se donner l'espace pour s'exprimer pleinement, sachant qu'à tout moment, mon ombre pourra se pointer le bout du nez. Et vivre avec cette possibilité, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Geneviève, merci à toi qui nous écoutes. Et la prochaine fois, on te promet un autre sujet, peut-être aussi déstabilisant et en même temps rempli avec au moins autant d'amour et de tendresse. Ouais. Hey, au plaisir de se retrouver. Salut. Bye, bonne semaine.